Bienvenue. Bienvenue pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir mon ami Senhaja Akrouf, qui est féministe depuis de longues années, militante des causes justes depuis de longues années, journaliste, etc., etc. Donc Senhaja, bienvenue au café littéraire de l'impondérable. Merci. En attendant j'ai une voix qui porte, hein, ça c'est les années de militantisme. En attendant la technique et la technologie, ben, merci de m'inviter. Ça fait plaisir parce que j'ai envie de dire un mot sur l'espace lui-même. Comme quoi le sérieux des uns peut permettre d'avoir des espaces comme ça. Et c'est pas parce que tu m'invites que je le dis. Beaucoup de gens de la communauté le pensent, et heureusement. Et heureusement parce que nous avons un centre culturel algérien, malheureusement on n'a pas le droit, on n'y a pas le droit, voilà. Donc heureusement il y a des possibilités ailleurs pour exister, pour développer, pour parler de notre culture. Et donc du coup ça contribue, j'ai envie de dire, à ce harak, à maintenir le harak d'une certaine façon. Voilà, merci. Merci, bravo d'abord à ton militantisme de longue date. Moi je te connaissais à Alger, hein. C'est pas à Paris que je l'ai découverte. Donc tu as publié, on va commencer par cela. Donc je disais, Senhaja avec mon ami Patrick Farbiaz, que j'ai reçu ici pour son livre sur les Gilets jaunes, donc ont publié aux éditions du Crocron, Algérie, la seconde révolution. On sait tous qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 ans, hein, même si nous passons peut-être la période la plus sombre de notre histoire, mais moi je suis optimiste. Je crois que la contestation pacifique finira par revenir, tôt ou tard. Alors, ce livre, qu'est-ce que c'est que ce livre? Algérie, la seconde révolution, c'est mon camarade Patrick Farbiaz, avec qui je milite. Je suis dans le collectif contre toutes les injustices, j'allais dire, du 20e. Nous militons aussi lui c'était le responsable du salon anticolonial, et donc nous nous sommes retrouvés souvent dans les luttes autour du 17 octobre, toutes les luttes anticoloniales, on s'est retrouvés dedans. Et Patrick, pour avoir écrit les Gilets jaunes et les Nuits debout, et aujourd'hui il réédite un livre avec Noël ma mère sur Zemmour, m'a fait la proposition effectivement d'immortaliser comme il l'a fait pour les Gilets jaunes et pour les Nuits debout. Évidemment je n'ai pas hésité une seconde pour dire oui. Pourquoi j'ai dit oui? D'abord parce que c'est quelqu'un d'intègre et c'est très difficile d'écrire avec un Français. Vous savez le problème qu'on a, Hizb Faransa, etc. Mais avec Patrick, je pense que ça se posait pas. Ça se posait pas parce qu'il est tellement connu comme anticolonialiste, comme pro-palestinien, que ça risquait pas de se poser. Mais c'est pas seulement pour ça. Je l'ai fait parce que moi j'ai fait octobre 88. J'étais jeune, hein. J'ai pas toujours été vieille, j'étais jeune en octobre 88. Et des années plus tard, il en restait pas grand chose d'octobre 88. Il n'y avait pas beaucoup d'écrits, pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, heureusement, il y en a un ou deux, ou en tout cas des études, mais il n'y a pas eu beaucoup d'écrits. Donc du coup, ceux qui sont venus, il y a un jeune camarade de l'ACDA qui est là, ceux qui sont venus 20 ans ou 30 ans après octobre 88, ne savaient pas grand-chose sur octobre 88. Et moi, il me semblait que c'était important. Et on a bien fait de le faire parce que c'est pas 20 ans après, quelques années après, on va en Algérie, on a l'impression que le harak c'était une chimère, c'était quelque chose qui est passé, un chahut de gamin comme diraient certains.
Et heureusement qu'il y a des traces, et le livre le dit très bien. Ça, moi, je le dis, je fais la promo de mon livre. C'est quelque chose qui retrace très très bien l'ambiance d'Alger, de Constantine, de l'Algérie pendant le Hirak. Et on retrouve, voilà, il y a des chapitres sur les pourquoi les choix n'ont pas été neutres. Voilà, j'explique aussi. On me l'a reproché pourquoi il n'y a pas les islamistes dans. Moi, c'est un choix voulu parce que pendant les années noires, on avait renvoyé dos à dos les militaires et les islamistes. Et dans mon bouquin, je voulais montrer autre chose, qu'il y avait autre chose que ces deux protagonistes, à savoir le mouvement féministe, à savoir le mouvement berbériste, à savoir la gauche et l'extrême gauche. Et c'est un choix qui vaut ce qu'il vaut. Moi, je ne prétends pas être historienne. C'est peut-être pas juste pour un historien n'aurait pas fait ça, mais moi je suis militante et j'assume mon choix politique. Et il faut dire que on s'est basé sur les déclarations et le début, on s'est arrêté en décembre 2019, janvier 2020. Il n'y avait pas beaucoup de déclarations des islamistes. Il faut dire la vérité, les premières déclarations que vous voyez, c'est plus les déclarations du mouvement féministe, de Rage, de LDH, etc. Et c'est ça sur lesquels on a travaillé beaucoup sur les déclarations. C'est un outil de travail pour les gens qui veulent travailler plus tard sur ce qui s'est passé. Le Hirak nous l'ont renvoyé plusieurs fois. Vraiment, c'est un bon document pour travailler, parce qu'il y a toutes les déclarations, vous allez voir, y compris, on a pris quelque chose, on a pris la voix des femmes et même la voix des jeunes. On a vendredi, parce que pour nous, tous les vendredis, pour le sortir du vendredi de Salat al-Jumu'ah, on en a fait un an révolutionnaire, c'est les vendredis. Et voilà, donc je ne sais pas si je continue. C'est très bien, voilà, la présentation est intéressante. Et effectivement, tu as raison, il n'y a pas beaucoup de livres sur cette révolution pacifique du peuple algérien, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Mais il y a un grand mais. Aujourd'hui, on peut te dire, mais cette révolution, elle est où? Elle n'existe plus. Réponse. Ouais. Alors, moi, je vous dis la vérité, sur le titre, j'étais pas tout à fait d'accord. Hein. On n'était pas d'accord avec mon co-auteur. Pour moi, je suis marxiste révolutionnaire et je l'assume. Et pour moi, la révolution en arabe, ça s'appelle Tahrir al-Jidri. Donc, pardon? Permanent. Oui. Et donc là, c'était pas le cas. Et pour anecdote, je fais référence à mon ami le Qadi Ihsan à qui je rends hommage parce que les gens qui luttent en Algérie, il leur faut beaucoup de courage. Et on s'est tellement disputé parce qu'il me dit c'est la révolution, etc. Et on était dans une voiture. Et on se disputait tellement que son fils a failli nous jeter sur l'autoroute pour nous dire allez-vous chamailler, parce qu'il n'arrivait pas à conduire tellement. Et moi je lui dis non mais qu'est-ce que c'est que cette révolution, ils sont toujours là, on n'a rien fait partir. Pour moi la révolution c'est faire partir un gouvernement et faire. Et donc mon ami Hassan qui dit en Tunisie ils étaient moins nombreux. Je dis c'est normal, les Tunisiens ils sont moins nombreux, donc forcément ils étaient moins nombreux. Mais on appelle la révolution arabe, etc. Donc il y a eu un débat comme ça. Et mon co-auteur, donc Patrick, tenait à ce titre. Et il faut dire, mon éditeur algérien, ça aussi je tiens à le dire, j'ai tenu à éditer le livre en Algérie avant la France. Il a été d'abord édité par les éditions Coucou. Et donc, du coup, avec mon ami Areski, il m'a dit, c'est très bien comme titre, c'est ça qu'il faut. Enfin, après, on ne va pas faire une dissertation sur la révolution dans le titre. Oui, ceci dit,
mon avis, hein, le terme de révolution peut être acceptable dans la mesure où, dans la tête d'une grande partie du peuple algérien, il y a effectivement un changement de regard sur le régime militaire dictatorial qui a mis fin aux manifestations par la répression et la terreur. Alors, Hassan Haja, et cette terreur, qu'est-ce que veut le régime militaire à travers cette terreur, cette répression? Il y a plus, je ne sais pas, près de 300 prisonniers politiques en Algérie aujourd'hui. Un mot sur la terreur, la répression. Oui, moi je pense que c'est avant de revenir au pouvoir, on a raté quelque chose. Quand je dis on a raté le Hirak, on a raté quelque chose entre mars et décembre 2019. C'est pas de notre faute, hein. Ce n'est pas de notre faute. Le Hirak, quand il est arrivé à un moment où il n'y avait pas, il y avait quasiment rien. C'était les années noires, c'était les centaines, voire les milliers d'assassinats, de morts, ce qu'on appelle la décennie noire. C'était le départ de beaucoup de militants, notamment de gauche, qui étaient menacés par les islamistes. Et cette période, en fait, ça a été une période très très difficile. C'est-à-dire après 92, la récréation s'est ouverte entre octobre 88 et décembre 91, janvier 92, où il y a eu l'arrêt du processus électoral. Et ensuite, on a basculé dans une certaine violence déjà. Et ça a fermé le champ politique. Le champ politique a été fermé. Quand le Hirak est arrivé, il est arrivé sur des cendres. Il n'est pas arrivé comme en Tunisie sur quelle qu'elle soit l'UJTT. Quelle qu'elle soit l'UJTT, on peut lui reprocher d'être bureaucratique. Mais c'est quand même une centrale syndicale qui fait, j'ai envie de dire, la pluie et le beau temps. Sous le regard de mon ami Issa sur les ligues des droits humains, c'est une ligue qui représente tous les courants, et donc ce qui rend cette ligue plus forte que quand il y a 4-5 ligues. Le mouvement féministe, la même chose. L'association des femmes démocrates pèse réellement dans la société tunisienne, alors que nous, tous ces champs ont été ils ont été entre liquidés physiquement et politiquement. Le Hirak est arrivé en plus du fait des trahisons de certains politiques qui étaient dans la rue. Je ne vais pas citer aujourd'hui les gens, j'essaye de ne pas me faire trop d'ennemis, qui étaient dans la rue avec nous, dans le mouvement féministe ou dans le mouvement démocratique, et s'est retrouvé du jour au lendemain chez Boutef. Et là, la jeunesse, pour leur faire croire que comment des gens qui étaient dans la rue, qui se sont retournés contre le peuple, et c'est pas évident, d'où l'idée, et personne ne nous représente. Personne ne nous représente parce que il y a un discrédit qui a été jeté. Et même des partis politiques, il faut le dire. Et encore une fois, je ne veux pas citer ça si tu insistes, Youssef, mais des partis politiques qui, au nom de je ne sais quoi, que ce soit de l'extrême gauche, que ce soit des islamistes, qui ont été joués, dansés dans le bal de Bouteflika. Et ça a été très dur à récupérer. Et donc, à ce moment-là, si on était un peu organisé, on aurait fait tomber réellement Ibn Hawa, on serait passé par une période de transition. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait, donc quelque part, il faut l'assumer, on a perdu. On a perdu la bataille, on n'a pas perdu la guerre. La preuve, on est là. La preuve, on est là et on continue à lutter. Mais la violence, pour répondre, je n'esquive pas la réponse. Je pense que le pouvoir n'a pas de réponse à donner, et du coup, s'il avait une réponse démocratique, il ne serait pas passé par cette violence. C'est parce qu'il est dans l'impasse qu'il propose une seule chose, la violence. Voilà, donc moi je l'explique comme ça. Le
le conflit, le fait que le pouvoir n'est pas monolithique, c'est-à-dire un seul bloc, il doit y avoir des divergences, on le voit, entre ceux qui veulent l'mchaml, ceux qui sont complètement opposés. Toute cette divergence, y compris au sein de l'armée, il n'y a pas un seul général et tout le monde est derrière lui. C'est pas il n'y a pas de général de Gaulle donc, où tout le monde est derrière lui. Non. Donc il y a plusieurs sensibilités, plusieurs courants, ce qui ne nous facilite pas le débat politique. Peut-être qu'il n'y a pas de débat politique en Algérie, véritablement. Hein. À vrai dire, la classe politique tolérée par le régime est de connivence d'une façon ou d'une autre avec le régime lui-même depuis de longues années. En revanche, le Hirak est apparu comme quelque chose de différent. Mais l'élite du Hirak elle-même, elle a, comme ses prédécesseurs, peiné à travailler ensemble. Est-ce qu'on peut dire que l'élite du Hirak, y compris dans la diaspora, on a vu les divisions futiles, est-ce que le problème numéro un de la contestation pacifique algérienne n'est-elle pas cette incapacité à travailler ensemble malgré les différences, malgré les divergences? Oui, c'est évident. Moi, j'ai envie de dire déjà, dans la classe démocratique, la division des années 90, on l'a payée très cher et on continue à la payer. C'est-à-dire, il y avait le bloc des islamistes, le bloc du pouvoir armé, et les démocrates, on était divisés. On était divisés entre ceux qui ont soutenu l'armée, le CNT, rappelez-vous, avec la centrale syndicale du GTA, et ceux qui ont dénoncé l'arrêt du processus électoral. Et dans cette même petite famille, il faut le dire, quand ils nous réunissaient tous les militants, on remplissait pas Alger. Il faut dire la vérité, ça c'est aussi... et pourtant, dans cette petite famille, on s'est entretués. On s'est entretués. C'est pas génétique, hein. J'ai pas envie de dire que c'était génétique. Évidemment, quand on voit quelqu'un à qui on tue son fils, on égorge son fils, il sort, on peut pas lui parler de la réconciliation et on peut pas lui parler des islamistes. Et inversement, ceux qui avaient une expérience politique, moi je pense notamment à Aïd Ahmed, qui lui pensait qu'il fallait passer outre tout ça et aller vers quelque chose à travers le contrat de Rome, etc. On pense ce qu'on pense, mais en tout cas, il y avait deux visions qui font que la classe démocratique était complètement divisée et elle n'a pas su, elle n'a pas réussi à penser ses douleurs. Et voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, au moment où on parle, dès que tu dis moi je ne suis pas d'accord pour que des militants soient en prison parce qu'ils appartiennent à Rachid, tu es taxé d'islamiste. Dès que tu dis je ne suis pas d'accord pour qu'on arrête les militants du MAC, tu es taxé de berbériste. C'est-à-dire le champ est tout de suite fermé. On n'a pas cette culture de débattre et de dire oui, moi personnellement, et je le dis publiquement, officiellement, je suis contre Rachid et je suis contre le MAC. Mais la démocratie se compose avec ces différences, quoi. Si tout le monde était comme moi je serais, sincèrement, pour vous donner une idée, je serais plutôt version Mélenchon en Algérie. Eh ben, ce ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. Voilà, donc il faut continuer mais on ne peut pas avancer si on n'accepte pas la différence. Et la différence, il y a un seul gagnant, il faut le dire, et qui sait l'alimenter, et sa spécialité, c'est le pouvoir. Justement, Samhaja. Alors, le Hirak, c'est au départ, Yetna Haoud. Donc, on veut changer de système, on veut changer de régime militaire pour aller vers un État civil. Alors, est-il possible que ce changement se fasse sans la participation des islamistes? Non, moi, c'est évident, non. La réponse pour moi est non. Parce que c'est une composante de la société. Eh bien oui, donc d'où l'immaturité de beaucoup d'éléments du Hirak. Ah, bien sûr. Absolument, il faut être réaliste. Maintenant,
c'est pas parce qu'on fait un travail sur l'essentiel et pour baliser la route avec certains islamistes qu'on est soi-même islamiste. Mais moi je suis C'est ça la vision de Hosni Ahmed que les Algériens n'arrivent pas à comprendre 30 ans après, alors que les faits sur le terrain lui donnent raison chaque jour, n'est-ce pas? Non, mais moi c'est évident. Moi je dis, c'est une société, c'est pas la société que je veux. Moi je veux une société où il y a l'égalité homme-femme. J'irai même plus loin, où il y a l'égalité dans l'héritage, où le code de la famille est abrogé. Mais ça, c'est mon combat. Mais je ne vais pas, parce que quelqu'un d'autre va dire le contraire, que je vais appeler le képi pour l'arrêter. Et c'est pas possible. Je vais essayer de convaincre. Si chacun de nous arrive à convaincre dans sa famille, on arrivera. Excusez-moi, bon c'est filmé, c'est pas grave, ça sortira de ce café, j'allais dire, il ne faut pas que ça sorte de ce café. Combien de démocrates ont refusé l'héritage à leur sœur ou à leur... Donc c'est une réalité. Donc si les démocrates eux-mêmes ne sont pas convaincus de l'égalité, c'est pas en disant c'est les islamistes, parce que sur beaucoup de choses, hein, moi je le dis, sur beaucoup de choses, les démocrates, ils sont démocrates, anti-islamistes, etc. Mais dès qu'on arrive au fond, notamment la question de famille, la question de femmes, notamment sur l'héritage, ou pas que, et pas que, eh ben, on va pas, je pense, il n'y a pas une grande différence entre les nahnahistes, les rachidistes et les démocrates. Et Sanhaja, permets-moi de te rappeler que cette connotation de démocrate, elle est venue comme ça, elle est parachutée. Normalement, c'est la pratique démocratique qui fait de quelqu'un qu'il est démocrate ou fasciste ou autre chose, n'est-ce pas? Mais bien sûr, bien sûr. On ne peut pas être démocrate et accepter notre ennemi se faire torturer en prison. Quelle qu'il soit son opinion, quelle qu'il soit, ce n'est pas possible. Et je le dis, la démocratie ne se construit pas à l'ombre des chars. C'est connu. Les chars nous ont fait défaut dans l'histoire de l'humanité. Franco, c'est pas loin. L'Amérique latine, c'est pas très loin. Et c'est clair que la démocratie ne se fait pas sous l'ombre des chars. Les chars ont existé en Algérie. Hein. Et le régime militaire qui est en place depuis le 9 septembre 1962 a écrasé des maquisards. Il y a eu une lutte de 2 mois, une lutte fratricide au mois de juillet et mois d'août 1962, où il y a eu 1500 morts dans ces combats fratricides. Et depuis le 9 septembre 1962, c'est le même régime qui dirige l'Algérie et qui croit que l'Algérie lui appartient et qui croit que le peuple algérien n'existe pas. Il y a eu des chars aussi en 1967 quand Zbeli voulait faire le coup d'État contre Boumedienne et hélas pour les Algériens, les pilotes russes ont bombardé les chars algériens. Donc l'histoire algérienne est encore à réécrire, elle n'est pas très connue. N'est-ce pas non, bien sûr, mais pour sortir des islamistes, moi je ne suis pas pour l'indépendance de la Kabylie. C'est ma position. Elle vaut ce qu'elle vaut. On parlera un jour du fédéralisme, mais on n'est pas assez avancé pour parler. Mais personnellement, c'est ma position. Là, après tout, c'est au Canada, c'est en Belgique, etc. Donc les pays développés. Ouais. Mais si on ferme les yeux sur les gens indépendantistes, eh ben on va, et c'était peut-être 10%, on va renvoyer les 70%, les 80% de Kabylie dans les bras de ces gens. C'est la réalité. Si on ne veut pas que ces gens-là soient représentatifs de cette région, il faut un minimum d'espace de liberté politique dans cette région. Et Sanhaja, tous les militants politiques en Algérie qui font de la politique de manière pacifique ont le droit de s'exprimer, y compris le MAC. Mais le Hirak a montré au grand jour durant 2 années que le MAC est minoritaire en Kabylie. Toute la Kabylie, dans son écrasante majorité, a manifesté pour le Hirak. Donc les choses aujourd'hui sont très claires.
Voilà. Sauf que quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Mais ceci dit, ce que dit le régime algérien à propos et du Hirak et de Rachid n'est pas vrai, bien sûr. Mais maintenant, on donne la parole à la salle pour des commentaires, des questions. L'idéal, c'est que les interventions soient concises et brèves, dans la mesure du possible. Oui. C'est possible. Bonsoir Sanhaja, c'est Youssef, salam alaikum. Je me permets d'intervenir en premier. Vous avez évoqué la pratique démocratique. Mais je pense, à mon avis, avant toute pratique démocratique, il y a ce qu'on appelle, et surtout c'est un cas très particulier en Algérie, la construction politique. Est-ce qu'on est dans la pratique démocratique? Ou est-ce qu'on est dans la philosophie de la construction politique? Quel est le trait d'union ou le fleuve qui sépare les deux? Merci. Je réponds? Oui, ouais. réponds. Ouais, moi je pense, moi je dissocie pas, hein, parce que pour moi la démocratie c'est de la politique, donc voilà, c'est faire de la politique. Après, on peut être démocrate dans l'absolu et de dire en face de sa télé ou dans un café, il n'y a pas de problème. Mais pour exercer la démocratie, il faut être politique. Il faut prétendre, il faut avoir cette capacité de l'exercer. Parce que sinon, ça reste un mot creux. La démocratie, quand c'est pas exercé, quand c'est pas pratiqué, c'est un mot creux. Oui. De même que la philosophie qui n'est pas un peu. Merci. Juste, Nedima, je voudrais quand même dire, voilà, c'est un prétexte, le livre. Je vois pas mal dans la salle des Hirakis, tous quasiment d'ailleurs, à part quelques invités. Je ne détiens pas la vérité et j'aimerais bien qu'elle soit enrichie par des personnes qui ont, même certains, je vois certaines têtes, qui ont plus d'expérience que moi. Donc voilà, je me permets de... Ouais. Alors, moi, je vais poser juste 3 questions, peut-être très brèves. La première, c'est dans quelles conditions tu as réalisé ton livre? C'était basé sur quoi? J'imagine c'est ta présence soutenue pendant les 2 années du Hirak. Est-ce que tu t'es appuyé sur des interviews? Est-ce que tu t'es appuyé également sur toute la mobilisation, rappelons-le, qui a eu la République pendant 1 an pratiquement et demi? La diaspora, la communauté algérienne s'est aussi mobilisée. Hein. On a tous cru à ce mouvement populaire. Il n'y a pas eu quand même de 5e mandat. La continuité politique du régime est là, mais il n'y a pas eu de 5e mandat. C'est important de le rappeler. Effectivement, on a perdu une bataille, mais la révolution n'est pas un conte de fées. La révolution se construit dans la continuité. Et c'est là où je viens à ma deuxième question. Qu'en est-il du Hirak aujourd'hui? Parce qu'effectivement, dans la salle, il y a des personnes qui voudraient savoir, qui ne peuvent pas aller malheureusement avec ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. Et ma troisième question, c'est sur le contexte politique actuel en Algérie. C'est très important de revenir sur l'histoire. Mais dans l'histoire récente de l'Algérie, il y a eu quand même les 10 années de guerre civile qui ont impacté toute la dynamique politique et le débat politique. Et là-dessus, effectivement, il est important de revenir sur cette question parce que la démocratie n'est pas soluble dans l'oubli. Et tant qu'il n'y a pas un travail sur la mémoire, un travail de vérité et de justice pour les victimes de cette décennie noire, on ne peut pas avancer vers la construction d'un projet démocratique et d'un état de droit. Je réponds à quelques questions, mais d'autres peuvent se faire sur le débat politique. Alors, les conditions, on a, enfin voilà, donc surtout sur les déclarations. Voilà, sur les déclarations, voilà. On n'a pas beaucoup la culture des écrits hein, en Algérie, donc ça a été la chose la plus importante. Sur le chapitre femmes, j'ai assisté à la rencontre nationale qui s'est tenue à Tizerachet, voilà. Donc c'est surtout sur... Et puis sur
moi je vais vous dire, je le dis dans l'introduction, pour moi c'était le grand soir. Voilà. Et 68 heures c'était mai 68, moi c'était février 2019, donc on attendait ça avec impatience. Et pour être honnête, je me suis j'ai quasiment laissé ma vie de côté pour ça, pour cet idéal. Et donc ce ressenti, c'est pour ça que je dis, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas un historien, c'est pas qui l'a écrit, c'est aussi des ressentis. C'est un ressenti d'un moment qu'on retrouve dans le livre. Qu'en est-il du Hirak aujourd'hui? Alors, deux choses. C'est bien, Nedma, d'avoir rappelé qu'on a gagné quelque chose. On est sorti quand même contre le 5e mandat et il n'a pas eu lieu. Il faut qu'on le dise parce que de rester sur quelque chose qu'on est vaincu, ça ne nous donne pas envie de nous battre encore. On a gagné quelque chose. On a gagné quelque chose, c'est pas rien. Ah, certains vont dire, mais non, c'est le clan Flani qui a voulu descendre le clan de Bouteflika, etc. On s'en fout. Il est parti. Il est parti et c'est ça le plus important. L'humiliation de Al-Qadar, pardon, excusez-moi, je parle en arabe parce que je ne sais pas si c'est c'était l'humiliation de trop. C'était l'humiliation de trop. Et ça, qu'on le veuille ou pas, le peuple algérien a mis fin à cette... Et j'ai envie de le dire. Pourquoi c'est important de le rappeler? En ce moment, en ce moment, ils nous font peur. En ce moment, ils nous terrorisent. Mais il faudrait qu'on le rappelle, vous n'êtes pas à l'abri. Tout Bouteflika qu'il était. Tout Bouteflika. Il était malade, et ben on l'a fait. Et ça, c'est important que les gens qui sont en train de terroriser les gens aujourd'hui par la peur et par le smou, qu'il l'ait dans un petit coin de la tête. Ça, c'est important. Le Hirak ne s'est pas arrêté comme ça. Le Hirak, il y a eu la pandémie. Il faut qu'on le rappelle aussi. C'est Zahra avec le pouvoir Zahar, c'est-à-dire, Dieu de la pandémie, tu te demandes si c'est humanitaire ou la Chine. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, donc, hein? Ils sont bénis. Hey, ils sont bénis, donc du coup, ça a donné un coup fatal. Et entre-temps, ce pouvoir a travaillé. Ils ont travaillé, rappelez-vous, le début du Hirak, en tout cas de mars jusqu'à décembre, c'est toutes les classes sociales qui étaient dans la rue. Toutes les classes sociales. Moi, je me rappelle, il y avait la Chichi d'Alger avec le Bouhit à Bablouet. Voilà, tout le monde était côte à côte, et surtout le vendredi. D'ailleurs, c'est extraordinaire. Le vendredi, même les plus grands machos acceptent qu'une fille le samedi devient autre chose. Mais bon, mais on avait cette récréation du vendredi où moi, j'étais quasiment une fois par mois. J'étais une fois par mois à Alger pendant le Hirak. Et c'est extraordinaire. C'était une société à laquelle on avait vraiment rêvé. Et puis ils ont sorti. Les islamistes, ils sont pour quelque chose. Moi, je ne vais pas leur donner un chèque à blanc, hein, c'est clair. Et ils font de la politique. Ils font de la politique, des slogans, etc. Ils n'avaient pas tort. Comme nous, on a sorti nos slogans. Moi, j'ai sorti abrogation du code de la famille dans le Hirak. Et bien sûr, c'était un terrain de débat. Sauf que le pouvoir machiavélique, il a joué sur ça. Et il a refait remonter pour faire le lien avec la troisième question des années 90 qui était là quand même. Et beaucoup de filles, moi je les connais, des cousines, des copines qui veulent tout sauf les islamistes. Et bien ils se sont dit, après tout, ça que de le retour des islamistes. Et ça a marché. Et ça a marché. On le voit quelques mois après, des gens envoyés sur la place de la République pour ne faire que ça. Ça a cassé le mouvement. Est-ce que vraiment c'est des gens qui ont été envoyés? Moi je ne sais pas. Il n'y a que les gens le mandat ou la feuille de route des aides. Moi je ne la connais pas. Mais il y a un fait, à un moment donné, il y a des gens, au lieu de demander le départ du pouvoir, machin, ils nous ressortent la carte des années 90.
Moi, je ne suis pas pour ne pas la ressortir. Pas du tout. Moi, je ne suis pas pour ne pas la ressortir. Et il faut la rappeler. On ne peut pas tourner la page si on ne la remplit pas. On la remplit pour la tourner. Mais dans quelles conditions? Est-ce que c'est ça? C'est-à-dire vers son pouvoir. Non, moi je suis pour qu'on parle des années 90. Et ceux qui ont des responsabilités, qui l'ont égorgé, qu'ils soient jugés. Qu'ils soient jugés, pas dans le pouvoir. Parce qu'il y en a qui sont les sous-vêtements, comme si de rien n'était. Ceux qui ont été jugés, Ali Belhadj, il a été jugé 12 ans. Il a fait 12 ans de prison. Certains disent que ce n'est pas suffisant. Et bien, quand je reviens à ce que tu as dit, il faut une justice transitionnelle. 12 ans, ce n'est pas suffisant. Ali Belhadj, 12 ans de plus, mais le général Raza Chab, il y a certains généraux qui ont quand même rasé des villages. On ne peut pas dire la justice, il faut qu'elle soit pour tout le monde, pour tous ceux qui ont contribué à ce que les années 90 soient des années des cendres. C'est ça. Et on ne peut pas ne pas parler des années 80. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent non, non, pas du tout. On parle aujourd'hui. Mais même ces islamistes pour qui, moi, je suis pour qu'ils existent, s'ils veulent rentrer dans le jeu démocratique, il faut qu'ils nous donnent des garanties qu'ils se battent pour leurs idées. Moi, je ne suis pas pour dire à quelqu'un d'islamiste de dire oui, il faudrait être laïque, etc. Pas du tout. Je ne peux pas lui demander. Mais par contre, je lui demande, j'exige de lui, mais quelqu'un si demain il ressent. Voilà. Et il ne sort pas les couteaux si demain il a perdu. Voilà. Oui. Alors, il y a 3 questions, chacun son tour. C'est aussi qui a demandé la parole le premier. Le trio de choc. Aujourd'hui, vous savez tous que moi je ne suis pas du MAC. Et aujourd'hui, je vais essayer de défendre le MACOM. Je me dis, si j'avais 20 ans aujourd'hui en cabinet, je serais où? Très sérieusement. Eh bien, je serais au MAC, sinon un peu l'extrême du MAC. Quand on voit les gangsters débarquer à 6h du matin, arrêter les filles en cabinet, qu'est-ce que le jeune de 20 ans va faire? Et là, tout bonnement, il y a énormément de choses pour lesquelles on n'est pas d'accord, on se connaît, donc il n'y a aucun souci. Mais de là à interdire au MAC d'exister, moi il me semble que le MAC c'est la création du pouvoir par ses pratiques. Et ça c'est depuis au moins 62, mais là c'est trop. Certes, 126 jeunes en 2001. L'année dernière, ils n'ont rien trouvé à faire. Même Chouatan, ils ne peuvent pas ça. Le diable ne pouvait pas imaginer le complot qu'ils ont fait avec le jeune arabophone qu'ils ont ramené de Leïda pour le tuer en Kabylie. Donc pour dire que le MAC, sociologiquement, ils l'ont inventé. Je suis d'accord qu'il est minoritaire. Et pourtant, la seule force politique qui mobilise aujourd'hui en Kabylie et à l'immigration, c'est le MAC, qu'on le veuille ou non, le RCD compris. Maintenant, je reviens aux années 90, tu disais à Sanhaja qu'on n'était pas nombreux. Je disais aux autres, on ne pouvait pas mobiliser des gens. Je me rappelle au moins de la marche du 10 mai, j'étais là-bas, que le RCD seul a appelé, il y avait des milliers de jeunes, de gens à Alger. La marche de 25 janvier, auquel le FFS a appelé, il y avait des milliers et des milliers et des milliers de gens à Alger. Et ceci pour dire qu'effectivement, il y a des petits partis, trotskistes et tout ça, bon, qui ne pouvaient pas. Mais il y avait quand même des forces qui pouvaient prétendre à un changement pacifique à l'époque. Mais il y avait le fils, il y avait le terrorisme du fils. C'est aussi la création du pouvoir qui a poussé les militants du fils à prendre les armes. Il faut dire tout ça. Aujourd'hui, je parle à peu près sagement par rapport à quelques années, parce qu'on a appris pendant les 90-30 ans à nous écouter. Les militants du fils, ils ont pris les armes avant que le pouvoir les mette. Avant 91. Avant 91. Très bien. Oui, je termine. D'accord. Il n'y a aucun souci. Moi, je peux être d'accord avec toi, il n'y a aucun souci. Le mars, c'était avant les élections de Et tu as dit tout à l'heure, Sanhaja, que les grands pays, le Canada, la Belgique, tout ça là, je me demande si ce n'est pas le fédéralisme qui est la condition de leur développement,
ou l'inverse. Et tu as dit tout à l'heure qu'il faut attendre un peu pour parler de ces questions de découpage administratif ou alors de conception de voilà, c'est pas des questions, mais c'est des réflexions. Merci. Tu passes la parole à Ismaël. Yes. Débrouillez-vous. Ça joue entre vous. Merci Sanhaj pour l'invitation. Je salue l'initiative de nous avoir invités. Moi j'ai toujours essayé de tenir des analyses en borderline qui sont à la fois qui prennent la température du terrain et en même temps on essaie de théoriser pourquoi le Hirak n'a pas avancé. Je ne dirais pas l'échec parce que l'échec, ce n'est pas un échec cuisant. Dans tout process révolutionnaire, ça prend du temps, c'est comme ça. Si la révolution n'a jamais fait bon ménage avec le court terme ni le moyen terme, elle épouse la formule du long terme. Voilà. La preuve, la révolution algérienne et dans d'autres révolutions au monde, la révolution française, hein, ça a commencé par des paysans, après il y avait 400 avocats, et puis voilà, on connaît le résultat. Moi je dirais que mes figues, mes raisins, c'est que le pouvoir, à chaque fois il a l'occasion, à chaque fois il trouve l'occasion, il l'exploite. Certes, je suis d'accord avec toi Sanhaja quand tu dis il a profité de la pandémie pour recharger ses batteries. Mais nous, le Hirak, il a eu tant d'occasions, on n'a jamais su exploiter, capitaliser. Au bout des 6 premiers mois, c'était vraiment, on avait la possibilité de retrancher, de faire bouger les lignes rouges. Moi, je ne parle pas de chute, hein, parce que la chute, c'est un peu dangereux. Dans la sémantique un peu des révolutions, la chute, ça veut dire que toutes les institutions du pays risquent d'être effondrées. Je veux dire, on avait la possibilité de faire réfléchir le régime à comprendre une fois pour toutes que la souveraineté revient au peuple et c'est à lui de demander d'imposer sa souveraineté. Mais à cette époque-là, on nous disait attention, le Hirak est une force verticale, elle n'est pas force horizontale. Pourquoi? Parce que la force horizontale, il y a une représentativité hiérarchique, ça risque d'être récupéré par le régime. Mais est-ce que vous avez vu dans votre vie une révolution horizontale? Ça veut dire c'est comme si une infinité de points qui va avancer. À un certain moment, il y a l'usure. Donc, on n'a pas su exploiter. Après, il y a le problème de l'idéologie. Quand vous introduisez l'idéologie dans une révolution, ça freine, ça ralentit. Après aussi, il y a un problème de la décennie noire ou rouge. Et j'ai dit, le Hirak et le Bini, ou comme vous voulez, au fait, sa première revendication, c'est changer en profondeur le système de gouvernance. Et quand vous changez le système de gouvernance, tout vient ensuite. Mais non, il faut parler de la décennie. Moi, je n'ai pas, personnellement, ça c'est mon avis personnel, c'est vrai, il y avait des actes de violence, de barbarie durant la décennie noire. Mon oncle, le recteur de l'université d'Alger, qui a payé de sa vie, hein, pour vous dire, ça veut dire que je suis bien placé pour le dire avec force et avec humilité, bien sûr. Je dis que le Hirak, durant la décennie noire, on n'a pas le droit, on a du mal à identifier, on sait qui a fait les actes. Des deux côtés, nous savons, mais ce qu'il faut dire, nous condamnons les actes de violence, les expropriations, enfin, c'est-à-dire les extrajudiciaires, ainsi de suite, mais ne pas parler de la décennie, reporter jusqu'à la période de transition. Et durant la période de transition, avant l'instauration d'un état de droit démocratique, il faut parler de la décennie. On parle de la décennie comme ça a été fait en Afrique du Sud. Après, une fois que les esprits s'apaisent, on parle de la décennie noire et on va rendre justice à toute personne qui est... Bonsoir. Moi j'ai lu votre livre, Sanhaja, donc j'ai eu l'occasion de le lire. Il dit beaucoup de choses que je partage, d'autres que je ne partage pas. Ce que vous ne dites pas au début, c'est que le Hirak, on ne sait pas qui l'a initié. Parce que dans toutes les révolutions, il y a un noyau qui commence, il lance un projet, une plateforme, et des fois ça se passe mal, ça entraîne des conflits, mais aussi on prend les noyaux, il s'élargit petit à petit, donc il devient légitime, comme en Algérie, le Hirak. Moi j'étais là-bas, la veille, moi j'ai assisté à une réunion de Mouatana, de Qadir, avec la Bouraoui, ils ne savaient pas qui était. On se posait la question, est-ce qu'on allait sortir avec nous ou pas? Je vous dis ça,
C'était le 22 le vendredi, non, c'était vu le mercredi, dans le siège de Radio M, et on se posait la question. Les figures qui sont devenues par la suite des figures, ils étaient à Paris, ils étaient dans une émission en Arabie, ils étaient tous là, Tabou, Boumala, Bouchachi, ils étaient tous en France. Moi j'ai eu Boumala au téléphone, il me posait la question, qu'est-ce qui se passe? On va pas, il était à Paris. Karim Poutabou, il était à Paris aussi, donc on ne sait pas qui a annoncé ça. Maintenant on le sait, moi je sais qui a annoncé ça. Mais au départ, alors tu peux nous le dire. Hein. Non, ça veut dire aujourd'hui, vous pouvez vérifier sur le net, toutes les pages qui ont initié le 22, elles n'existent pas. Je défie quiconque de retrouver une trace. Le 20 février 2019, il y avait au moins une centaine de pages qui lancé parce que les gens ne sont pas sortis comme ça. Il y avait une campagne, une matraque médiatique énorme sur le net. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est le général tout fait? Non, je défie quiconque aujourd'hui me trouver une trace de ces pages. On donne notre La nom de chat. traçabilité du 16 est figure. Hein? La traçabilité du 16 février est figure. Oui, le 16 on sait, mais le 22, je parle du 22 national, le Hirak national, parce que le 22 c'était national. Parce que même dans des villages, moi je suis Palestro par exemple, j'ai appelé ils ont sorti les lycéens à Palestro. C'est une ville qui est morte, je suis Palestro, c'est une ville soumise depuis 62. Donc je me suis dit, j'ai appelé quelqu'un, j'ai dit c'est bizarre, Palestro qui est une ville soumise, on voit des lycéens, même des élèves de l'école primaire dans la rue. Et je sais qui a lancé, je sais qui a sorti les... À partir de là, j'ai commencé à faire mon enquête. C'est les services, bien sûr c'est les services, il faut le dire. Donc le Hirak, il a eu la chance, à partir de 8 mars et tout ça, de récupérer le Hirak. Il ne l'a pas fait. Ils ont fui leurs responsabilités. Parce que le Hirak, il n'avait pas d'initiateur, il n'avait pas de noyau, mais les gens commençaient à faire confiance à beaucoup de délites. Via le net, même au début, les télévisions commençaient à inviter un peu les gens. Parce que si vous vous rappelez, les télévisions, ils ont ouvert leur plateau pendant 2-3 semaines. Et donc, beaucoup d'activistes avaient la chance de passer sur le plateau, ce qui a mis les gens en confiance. Et on a commencé à réclamer des listes. Même sur le net, on a commencé à fabriquer des listes pour la représentation. Mais personne n'a pris sa responsabilité. Donc ces gens-là, ils ont une responsabilité, une grande responsabilité. De fuir, parce qu'ils ont fui il aurait fallu tout de suite s'accapeller cette force. Ils ne l'ont pas fait. Moi j'étais là-bas, je peux vous dire, c'est pas. Et à partir de là, le pouvoir algérien, il est connu. C'est-à-dire les généraux algériens, ils sont connus. Ils connaissent ces méthodes. Ils n'étaient pas endormis, donc ils travaillaient. Ils ont mobilisé leurs forces. Après, si vous vous rappelez bien, après le 8 mars, les slogans ont commencé à changer. On ne parle pas des islamistes. Les premiers slogans qui nous ont surpris, c'est en arabe, ils disaient là et bien, la Souma. Ça, c'est un slogan qui est sorti le 8 mars. Le Badissia et tout ça. Donc avant que l'islamisme, avant que le Rachel et tout ça rentre en jeu, il y avait ce slogan. Moi, on était surpris. Tout ça sort. Ni Souma, ni Evian. Donc il y a ce premier courant qui a été lancé des casernes, bien sûr. On sait aujourd'hui qu'il a lancé, c'est les services secrets qui sont en prison, là, le noyau de généraux qui est en prison actuellement. Donc il y avait plusieurs mouvements. C'est comme ça qu'ils ont fracassé le Hirak. Voilà, ils ont fracassé le Hirak. Et puis là, c'est vrai que la pandémie a arrêté le Hirak, mais avant l'arrêt de Hirak, il a commencé à se faiblir quand même. C'est-à-dire 80% d'où il venait. Il venait des Béjaïa, de Tizi Ouzou, il faut dire la vérité. Hein. Et après, il y a des centaines qui venaient d'Oran, mais vraiment des centaines. Hein. Mais 80% des gens venaient de Kabylie. Ça, c'est une réalité. J'étais là-bas, je peux vous le dire. C'est ça. Et donc voilà. Bachir, il y avait des manifestations dans toute l'Algérie quand même. Il n'y avait pas de manifestations à Alger. Je parle de Hirak de 2000. Je ne parle pas de la deuxième année. Oui, mais tu parles du Hirak d'Alger. C'est ça? Oui. Mais quand il s'est arrêté, il était à ce moment-là, il était dans toute l'Algérie quand même. Pas en intensité comme celle d'Alger, mais il était dans toute l'Algérie. Non, Youssef, si on veut être populiste, le Hirak, quand il s'est arrêté, il était à Alger. Ah non, quand il s'est arrêté, je ne parle pas de cette période. Non, je parlais du début. Non, je parle pas du début, c'est bon. Voilà. Moi, je parle de la fin. Je voudrais dire un mot sur ta question qui est pertinente.
Et d'ailleurs, tu l'as posé sur les réseaux sociaux quelques fois. Alors, la genèse du Hirak nous rappelle, étrangement, mais naturellement, la genèse des événements d'octobre 88. C'est exactement la même chose. Une partie du service, à mon avis, sans pouvoir les situer, parce que c'est une nébuleuse qui est dans l'ombre. Même les gens qui ont écrit des livres sur le système, le noyau dur du régime algérien, le connaissent mal. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, ils gardent ces zones d'ombre, ces zones de mystère, parce que c'est des gens qui manipulent beaucoup de journalistes, beaucoup d'intellectuels et beaucoup d'activistes et beaucoup d'hommes politiques. Donc, pour résumer, une partie des services a aidé à ce que le Hirak démarre. Si tu veux que je te donne une preuve concrète sur le terrain, je vais te la donner. À Tizi Ouzou, à Béjaïa, il y a eu énormément de drapeaux algériens, ce qui est très rare dans les manifestations à Béjaïa et en Algérie. Il y avait quelques drapeaux dans les manifestations traditionnelles de la Kabylie, il y a quelques drapeaux algériens, mais ils ne sont pas majoritaires. Alors le 22 mars, ils étaient pratiquement majoritaires. On le comprend. Mais peu importe, Bachir, si une partie des services voulait se débarrasser de Bouteflika, on s'en fout. C'est qu'ils ont aidé à l'éveil de larges pans de la population algérienne qui ont compris que ce pouvoir était légitime. Le régime algérien est depuis le 9 septembre 1962 illégitime. Il n'y a eu aucun chef de l'État algérien qui a été élu. Aucun. J'ai été journaliste en Algérie et j'ai vécu des mascarades électorales de près, et ce ne sont que des mascarades électorales. Et puis même avant de faire une élection, on ne peut pas faire une élection s'il y a 1000 prisonniers politiques. On ne peut pas faire une élection si la télévision d'État n'est réservée que pour l'armée. Il y a des éléments qui crédibilisent une élection. Ces éléments n'ont jamais existé en Algérie. C'est en Algérie. Oui, il y a deux qui veulent intervenir dans la salle. Il y a Khadra et Ali, je crois. On lui donne la parole ou tu... Juste, moi, je vais être très, très... moi, enfin, tu as dit ce que j'ai envie de dire. Donc ça, c'est très sur la genèse, évidemment. Voilà. Je peux partager ton point de vue, à 1000% même. Bien sûr. Ça a été dit pour le 5 octobre aussi. On se rappelle qu'on a dit que le 5 octobre c'était pour faire partir Chefli, ce qui n'était pas faux d'ailleurs, ce qui n'était pas faux. Donc voilà, le tout c'est... alors, deux questions. Moi je le rappelle parce que c'est important, j'ai appris maintenant, parce que avant je m'en foutais un peu, plus ou moins. Maintenant j'ai appris que les paroles ont leur importance. Moi je ne suis pas contre le MAC, je suis pour le principe que le MAC existe au même niveau que le RN en France. Si demain on devait interdire le RN, je serais opposé parce qu'il représente une partie de la population française. On ne peut pas accepter. Je suis contre la violence. Je ne suis pas pour qu'on prenne des armes ou des... Voilà, pour déstabiliser le pays. Le reste, moi, je serais la première à faire une grève de la faim s'il fallait le faire pour des maquistes ou pour d'ailleurs des islamistes s'ils sont torturés injustement, c'est-à-dire s'ils sont jugés pour leurs idées, mais pas pour leurs pratiques, je le ferai. Je le ferai parce que je suis une vraie démocrate. Et mes ennemis, c'est pas ceux qui sont comme moi, c'est pas la peine. Une petite rectification. Quand je dis on n'était pas, même s'il y avait les gens de Tizi Ouzou, de Bédia, etc., c'est la réalité. Nous les démocrates, malheureusement, c'est d'ailleurs les élections de 89, fin 91 le prouvent. On était allé, au mieux on était 15%. Mais c'est pas grave, il ne faut pas avoir le complexe. Moi je dis, ça je l'assume. Ouais, bon. Ça marche. Oui, allez-y, une question. Allez-y, vas-y, une question. Alors, bonjour. C'est Maître Hadid, avocat du collectif des détenus d'opinion. Juste pour répondre un peu à l'intervention de notre ami Bachir, par rapport aux détenus à l'époque, c'est-à-dire vous avez illustré ça comme étant qu'il y avait plus de détenus de la région de Kabylie que d'autres régions du pays, mais je tiens juste à vous corriger par rapport aux chiffres, parce qu'à mon niveau j'ai les chiffres exacts.
avant l'épisode des feux de forêt en 2021, en Kabylie, il y avait les détenus qui étaient présents dans les géants du pouvoir. Le nombre des détenus qui étaient d'autres régions, à part la Kabylie, est vraiment important par rapport à la région de Kabylie. Surtout par rapport aux militantes. Il y avait beaucoup de militantes d'autres régions de Kabylie dans les prisons du pouvoir à l'époque. Avant les feux de Kabylie, juste après les feux de Kabylie et après l'épisode de l'article 87 bis qui a classé le mouvement du MAC et le mouvement Rachid comme étant organisation terroriste, il y a eu des arrestations assez importantes par rapport aux gens classés ou d'appartenance au MAC. Alors qu'au début de l'année 2019, il n'y avait pas d'arrestation vraiment importante au niveau de la Kabylie. Il y avait des arrestations dans l'Algérois, il y avait dans l'Oranie, il y avait à Naba, il y avait à Djidjel, Tiaret, Relizan, Béchar ou Al-Gila, même dans le sud, c'est-à-dire l'élan qui a donné le 22 février à l'Algérie, c'est qu'il y a une région assez importante de l'Algérie qui s'est révoltée, qu'on n'a jamais vécu ça. C'est-à-dire même durant la révolution populaire, on n'a pas vu vraiment un mouvement important dans la 4e région militaire. Mais l'élan révolutionnaire qui a été déclenché le 22, ça nous a donné un grand atout, c'est d'avoir toutes les régions, les 4 régions du pays qui se sont donné le mot d'ordre pour une seule unique raison, c'est le changement radical du système. Peu importe l'élément déclencheur ou comme vous l'avez insinué dans votre intervention tout à l'heure, le labo qui a déclenché ça, mais une chose est sûre, c'est que le peuple a triomphé et a pris une avance. Et ça va se réaliser, même s'il y a une génération qui a échoué, mais une chose est sûre, une autre génération va gagner le pari. Je vous remercie. Merci. On peut l'applaudir, un peu d'espoir. Madame. Oui, vas-y. Bonjour tout le monde. Moi, je voulais juste revenir sur... parce que beaucoup ont parlé du cas du Hirak. Pourquoi on n'a pas pu être aller plus bas ou encadrer un peu le mouvement. Parce que moi, je ne l'appelle pas révolution, parce que pour moi, c'est un grand terme, mais c'est un mouvement populaire pacifiste. Voilà. Et je pense ça n'a pas été un chaos parce qu'il faut se rappeler qu'il y a eu 10 ans de terrorisme et il y a eu 20 ans de règne de Bouteflika. Ça veut dire qu'il y a eu un chaos. Tout a été rasé. Parce que moi, je me rappelle, à l'époque, il y avait des syndicats, il y avait des partis d'opposition qui étaient forts, qui étaient organisés, qui étaient force de proposition en Algérie. Mais tout ça, ça a été rasé. Alors, moi, je me dis, est-ce qu'on peut faire une révolution alors que tout a été miné pendant les 30 ans? Et ça a été fait exprès par le pouvoir algérien. Et je pense que peut-être il faut s'attendre à autre chose. Le jour où on va revenir vraiment aux bases. Parce que moi je crois aux bases, il faudra revenir au B.A.B.A. Le B.A.B.A. c'est de construire à la base. Chacun travaille dans son quartier, chacun travaille dans son usine. C'est comme ça qu'on a appris. On ne peut pas construire, faire une révolution et emmener un mouvement comme celui du Hirak à un changement. C'est pas possible, d'autant plus qu'il ne faut pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de démocrates et d'une classe qui était dans l'opposition. Il faut dire aussi que l'opposition Karnef Zaïr, elle n'est pas reconnue. Elle n'est pas reconnue. C'était le cas. Le Hirak ne reconnaissait pas la classe politique Karna. Et on a vu pour le RCD, on a vu pour Louis Zahino, on les a vus comment ils ont été un peu qui m'a accueilli par le peuple algérien dans ce mouvement. Le Hirak, quelque part, il les a refusés. Et cette classe politique, malheureusement,
elle a été aussi dans les rouages du pouvoir algérien, malheureusement. Et du coup, voilà, il n'y a pas une reconnaissance. Et du coup, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir à un travail de base, parce que le Hirak, ça a été un mouvement qui a cassé le mur de la peur, le mur du silence. Il a pu quand même mobiliser des millions d'Algériens, mais malheureusement, en face de ce mouvement, il n'y avait rien du tout. On a vu, il y avait des gens qui étaient beaucoup d'opportunistes qui voulaient juste une place, quelque part, et flirter un peu avec le pouvoir algérien en place, mais pas réellement pour une transition réellement politique. C'était vraiment des calculs individuels. Un autre point aussi, le projet. Vous avez parlé beaucoup du projet commun. Hossein, non. C'est mon avis, vous pouvez rebondir. Et à un moment donné, je me rappelle il faut qu'on aille ensemble sur le projet commun. Moi, je vous dis sincèrement, il n'y a pas de projet commun. On est peut-être qu'il existe des forces politiques en Algérie, mais chacun de nous, comment il voit son Algérie. Moi, mon Algérie, elle n'est pas identique à celui de l'islamiste ou et je parle bien, je ne parle pas de l'islam, je parle du projet islamiste. Le khawatisme hadith, moi je pense qu'il fallait se réunir sur une base de travail qu'on appelle les préalables démocratiques. L'islamisme, je vais parler du code de la famille, je vais parler de l'égalité homme-femme. C'est tout ça moi, c'est le projet que je porte. Merci, madame. Un islamiste, je suis désolée, Merci, madame. Eux-mêmes, ils disent que nous, on n'est pas, même s'ils parlent de démocratie, mais au fond, il n'y a pas de démocratie. Il ne faut pas se leurrer. C'est deux projets qui sont complètement différents. Merci. Merci, madame. On prend une ou deux dernières questions. Allez-y, madame. Vous aussi, d'accord, les femmes, on ne peut pas leur refuser. Oui, on prend trois dernières questions. Alors, il y a deux dames et notre ami Aïssa. Allez-y, madame. Alors moi, je voulais saluer ton acte, qui est de passer à l'écriture, toi la militante. Voilà, on est un peu, les Algériens, on est un peu issus d'une culture de l'oralité. Et à un moment donné, c'est très bien d'avoir fait le pas, qui est de consigner donc tout ce que tu t'en ressenti, tes analyses et ce que tu as pu glaner aussi bien en Algérie qu'ici. Je voulais aussi saluer la temporalité de ton livre parce que je pense que dans un an, ce serait peut-être même, je dirais pas ce serait trop tard, mais il y aurait peut-être des choses qui seraient déjà oubliées, etc. Donc c'est très bien. Pour ce qui est du pouvoir, moi tu as dit un mot que j'ai trouvé vraiment très intéressant, qui est le pouvoir Zaha. Voilà, c'est-à-dire que il a les moyens de la répression. Il a les moyens de la répression, le pétrole donc voilà, il a les moyens de réprimer. Il y a aussi des intelligences derrière, même si on a l'impression que c'est un pouvoir, voilà, mais il y a des intelligences derrière. Et dommage que voilà, ces intelligences aient choisi le camp de la répression et pas le camp des démocrates. Moi j'ai envie de dire aussi que ce Hirak, avec tous ses défauts, avec toutes ses failles, avec toutes les manipulations qu'il y a eu, on n'a pas d'autre choix que de continuer à nous battre nous tous, y compris et surtout dans la diaspora, parce que nos amis là-bas attendent énormément de nous. Ils ne peuvent pas faire grand-chose. Moi, je ressors d'une réunion où j'ai entendu des choses sur l'Algérie. Je peux vous dire que j'ai eu du mal à fermer les yeux par rapport au sort des détenus. Et les attentes sont très très grandes par rapport à nous. Je sais que la peur qui est là-bas est arrivée ici. Beaucoup d'entre nous tous on a peur. Moi la première, je n'envisage pas d'aller rendre visite à ma famille dans l'immédiat. Voilà. Donc je ne jette la pierre sur personne, mais j'aimerais insister sur le fait que
Il faudrait qu'à un moment, on se retrouve au moins sur des actions, que ce soit de la collecte de médicaments, de la collecte d'argent, des collectes, et même ne serait-ce aussi que relayer des vidéos, relayer des messages de nos amis de là-bas, des détenus, ne pas les oublier. Parce que moi, c'est des choses que j'ai entendues, et pardonnez-moi de le dire comme ça, de manière un petit peu brutale. Les gens ont peur de liker, hein, même de retweeter, voilà. Donc les attentes sont grandes. Les analyses, bien sûr, elles peuvent diverger, mais on ne doit pas diverger sur la nécessité d'être solidaire avec les détenus. Merci. Madame. Madame. Je ne remercierai pas que Senhaja, mais cette dame aussi, parce que vous avez appuyé sur pas mal de boutons. Senhaja, je me souviens que ce livre, tu l'avais sorti et tu avais dû faire le deuil de la temporalité. Tu avais dit tant pis, mais c'est là que je dois le faire. Peut-être que tu devrais songer à en faire un second. Parce qu'il y a tant à dire depuis le moment où tu as bouclé le livre. Je me souviens, et j'aimerais que tu le refasses s'il te plaît, ce serait vraiment ma petite Madeleine de Proust aujourd'hui, cet enchaînement d'événements que tu avais très spontanément évoqué sur justement ce qu'ici on a dit, ce pouvoir est béni. Il reste à savoir par qui, par le diable peut-être. Mais c'était un enchaînement que tu avais énoncé avec brio et avec ta gouaille de Lbodj. Un point commun entre toi et moi, je sais peut-être que moi c'était avec beaucoup d'idéaux et que toi un peu plus du terrain. Avec plus de pragmatisme. En tous les cas, on s'est rencontrés sur ce qui a pour beaucoup été un gros mot, c'est-à-dire la convergence ou l'inclusion ou l'acceptation de l'autre, quel que soit le mot qu'on décide d'utiliser pour ça, mais disons de composer avec ce qui existe et pas ce qui devrait exister ou ne pas exister. En tous les cas, il y avait cette peur d'être excommunié de son clan. Moi j'étais stigmatisée, tu sais de quel côté, alors que, bon, on sait bien de quelle extraction sociale je suis, mais les bons éléments, je pense, les individus qui servent leur famille, même lors d'un repas de famille, c'est ceux qui parfois mettent les pieds dans le plat, c'est ceux qui disent ce qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, disons, ceux qui enrichissent le débat, et je pense que tu as très largement dû en faire partie. Ce qui m'amène à te demander, Senhaja, quel a été le prix ou les prix que tu as payés de part et d'autre, puisqu'il n'y en a pas que deux finalement, il y a aussi le pays dans lequel nous vivons. Quels ont été les différents prix que tu as dû consentir? Voilà, parce que je sais qu'aussi ton action n'est pas consanguine, que ton action est sur dans différents pays. Et je ne parle pas que de la France et d'Algérie, et je t'en félicite. Voilà, merci. Merci madame. Hein? Bonsoir, probablement c'est le dernier intervenant, je crois que je vais être l'avant-dernier. Dans tous ces débats, sincèrement, Aïssa Fouch, je suis avocat algérien, vice-président de la Ligue algérienne des défenses des droits de l'homme. Ces débats qu'on n'a pas eu la chance de les avoir en Algérie. Ces débats, on ne les a pas mûris en Algérie. Là, je vois que même au niveau de l'immigration, on a développé en diaspora. Malgré bon gré. Ce sont des débats assez intéressants. Le cycle de vie est là, on est dans un café littéraire. Schopenhauer avait défini
le cycle de vie des animaux porc-épics, des porc-épics, qui dans une période d'hibernation, hivernale bien sûr, se serraient entre eux. En se serrant entre eux, les pics de son voisin, de son ami, de son frère, faisaient très mal à son frère. Parce que c'est le froid, il fallait se regrouper. Ces petits pics faisaient très mal. Ils se séparaient un bon bout de temps. Le froid les rattrapa. Et quand c'est le froid, hivernal, ils avaient froid. Ils finissaient encore une fois par la mécanique naturelle et biologique de se piquer. C'est ça la société civile, l'opposition algérienne. En fin de compte, c'est qu'on n'arrive pas à s'aimer. On n'arrive pas à s'entendre, s'écouter. On n'arrive toujours même pas à se comprendre. Et on n'arrivera jamais, à partir des deux énoncés, à entreprendre. C'est comme la France coloniale avait sévi plusieurs années en Algérie en disant que le PPA-MTLD est une minorité. Les communistes algériens est une minorité. Les oulémas est une minorité. Les syndicalistes est une minorité. Les modernistes progressistes est une minorité. Les islamistes est une minorité. Les démocrates est une minorité. Les kabyles est une minorité. Les ibadites est une minorité. Les sunnites, etc., etc., etc. En fin de compte, qui est la majorité dans ces plusieurs minorités? C'est l'ensemble des minorités idéologiques, politiques, confessionnelles, culturelles, qui font la majorité devant une minorité dominatrice. C'est ça qu'on appelle le néocolonialisme, en fin de compte. C'est ça qu'on appelle, en fin de compte, le néocolonialisme. On est en 2022 avec tous les supports numériques, toutes les communications, informations, réseautage qu'on peut se permettre. Et on se retrouve encore une fois en minorité. L'épouvantail du cœur du système et l'épouvantail du cœur de l'opposition sont mis en branle aujourd'hui dans un débat qui est le nôtre. En fin de compte, est-ce qu'on commence à se regarder, à s'aimer, parce qu'on fait réellement رانا كاع في الجزائر كحال الراس tous, qu'on le veuille ou non. Pourquoi j'avais posé la première question de la construction politique et les mécanismes démocratiques? Les mécanismes démocratiques sont des règles juridiques applicables et opposables. C'est des règles sur le terrain, c'est des règles. Mais la construction politique, c'est une construction sociétale, une construction philosophique, ancestrale, surtout, parce qu'on a une éducation, étant algérien, on appartient à 4 dimensions. Je m'arrête. La dimension amazigh, berbère, la dimension arabophone. Avant ça, je m'excuse, africaine, la dimension arabophone du monde arabe, et la dimension euro-méditerranéenne, le centre du monde. 4 dimensions philosophiques, géopolitiques, géographiques, mais aussi l'avenir. Parce que réellement, qu'est-ce qui pourra me lier à un humain de Béchar, de Tarf, Azawad? C'est l'avenir, c'est le futur, le devenir ensemble.
si on veut prétendre à une construction politique, économique. D'ailleurs, sur le plan Sanhaja, tu me le permets, je suis avocat à contempler des affaires, Djem Bchekli ou Djem Moroui. Djem Bchekli, la seconde révolution, tu arrêtes la révolution. La deuxième révolution veut dire que c'est une révolution permanente, révolution humaine, sociétale, philosophique. C'est comme les spin doctors qui disaient que la Deuxième Guerre mondiale n'était pas une deuxième, c'était une seconde pour arrêter les guerres. Emmerdons les guerres ensemble. C'est la Seconde Guerre mondiale. Mais la deuxième révolution, ça aurait été un titre aussi glorieux, prestigieux pour un ouvrage comme celui-là. La deuxième révolution va appeler la troisième révolution. Et le développement, la progression des peuples. Je vous remercie. Merci. Une dernière intervention. Une seconde seulement. Oui, vas-y, allez. Elle est finie. Pas de Shabbat. Oh, mais c'est la voix haute. Si, vas-y. Si, vas-y. C'est bon, Antiné. Je m'excuse. Je vais peut-être paraître naïf, mais le mot Hirak. Pourquoi Hirak? Pardon. Il y a M. Brahim Younsi sur Marlébéa, que j'écoute régulièrement. Il a posé la question au début. On ne lui a pas répondu. Hirak, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Brahim Younsi avait préconisé la révolution populaire. Je crois que c'est mieux adapté. Hirak, chacun l'interprète à sa façon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Merci, on a compris. Voilà, c'est tout. Il y en a d'autres questions. Oui, Bon. On ne va pas s'éterniser dans le débat. On dit un peu presque la même chose de façon détournée. Je vais laisser mon ami Sanhaja conclure et en même temps peut-être répondre rapidement à des questions. Vas-y. Je commence par la dernière parce que c'est là où Béchir il avait raison. C'est la genèse, mais aussi le nom qu'on a donné. Le nom qu'on a donné, c'est sorti, on est d'accord. Ça vient du Hirak. Le Hirak, c'est plus connu au Maroc, du Rif, le Hirak Rifa. Le Hirak Rifa est très connu. Donc effectivement, il faut se pencher sur la genèse. Et moi, je partage en partie ce que disait Béchir. Mais en même temps, on va laisser le temps au temps pour régler ça. Je vais pas pouvoir rentrer dans les détails. Justement, Béchir, je crois qu'il est parti. Moi, je pense c'est pas qu'ils n'ont pas voulu prendre leurs responsabilités. Moi, je défends personne. Hein. Mais on était à un moment, je traduis pour ça, c'est un roi qui dès que chez les Omeyyades, dès que quelqu'un sortait du lot, il coupait sa tête. Voilà. C'était le Moutanabbi qui disait et c'était ça. Je pense que tu vas me corriger, Issa, si je me trompe. Hein? C'est parfait. Voilà. Donc effectivement, c'est ça, c'est important. Et on n'avait pas, et là où je ne suis pas d'accord, donc du coup ça me permet de répondre à la deuxième question de Khadra, on n'avait pas des syndicats. On avait une centrale, c'était l'appendice du FLN. Il y avait quelques syndicats autonomes qui étaient très faibles. Hein. Après, moi, je ne suis pas pour dire les faibles, c'est petits faibles par là, petits faibles par là. Non, tu avais dit... Il y avait un mouvement syndicaliste qui existait. Moi, je ne sais pas. S'il y avait des mouvements syndicalistes, il n'y avait pas... Il y avait très peu, en tout cas la centrale syndicale de l'UGTA qui était déjà affiliée au pouvoir, lors de l'arrêt du processus électoral, elle a marqué son arrêt de mort en prenant position clairement avec le pouvoir. Et depuis, il n'y a plus retour à la base, c'est une réalité. Je termine, Khadra, parce que sinon je vais me faire taper par... Voilà. Voilà. Donc il n'y avait
n'y avait pas une organisation, etc. Je sais, moi j'allais dans les réunions avec le mouvement de la société civile. Par exemple, le Raj, dès que quelqu'un fait des réunions local, et je l'ai expliqué, je ne sais pas ceux qui étaient là au début, il y a cette peur de récupération. Parce que nous avions des dirigeants qui étaient politiques de la société politique et la société militante civile des années 80-90 qui ont été de notre côté, et ça a marqué. Et ça a marqué l'esprit des gens. On va pas se mentir, c'est une réalité. Et les années 90 ont marqué, on ne peut pas le nier. Je ne suis pas d'accord avec Ilyes quand il dit qu'il faudrait que la transition, etc. Il faut parler maintenant. Il faut poser les questions maintenant et on avance ensemble. Par contre, il faut se protéger. Il faut se protéger. C'est pas parce que quelqu'un c'est un adversaire et non, moi je suis opposé. Je suis opposé à ce qu'on arrête un adversaire politique en prison. Sauf s'ils ont des choses sur lui. Sauf s'il est jugé. Mais c'est qui les juge? C'est l'Adel téléphone. Adel téléphone. C'est pas ça. Ben voilà, donc il faut une justice indépendante pour pouvoir, voilà, donc juste sur la démocratie, je suis d'accord avec toi. Une vraie démocratie, on la juge quand les minorités ont le droit d'exister. Sinon, quand c'est la majorité qui existe, je termine. Ah, d'accord. Je pense que c'est ça. On mesure une vraie démocratie quand les minorités ont le droit d'exister. Sinon, si c'est la majorité, moi, je ne sais pas, tout le monde est d'accord, c'est pas une démocratie, ça. C'est pas une démocratie. C'est quand les minorités ont le droit d'exister et protégées légalement, juridiquement, c'est ça qu'on voit de la vraie démocratie. Dernière question qui est un peu perso de Yasmina. Je vais essayer d'esquiver le perso parce que c'est pas toujours... effectivement, moi, je n'ai pas souffert parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Non, politiquement, pas de perso. Oui. Politiquement, moi, par exemple, dès que je dis, je suis sur une position qui dit, c'est des adversaires, les militants islamistes. C'est des adversaires. Mais je suis contre leur emprisonnement. Mais ça fait des années qu'on me taxe de pro-islamiste. Mais comme moi, je suis à l'aise. Moi, je suis à l'aise sur cette question. Moi, j'ai arraché des choses dans ma famille. Moi, je ne suis pas démocrate, la rue, des douches morades, non. Moi, je l'ai arraché dans ma famille. Dans ma famille. Donc, je n'ai pas de leçon à recevoir de ces gens-là. Moi, je n'ai pas de leçon à recevoir sur cette question, sur les islamistes. Parce que si je rase mon crâne, vous allez voir les trois points de suture de ma tête que les islamistes m'ont fait. Et tu étais moi, Hussein à Constantine, plusieurs fois, qui me massacre avec des bâtons à la tête. Et je ne sais pas si tu étais à Constantine à l'époque, Hussein, où ils ont affiché que et j'ai été condamné à mort. Donc j'ai pas de leçon à recevoir de ces gens-là. Parce que les démocrates, ça m'émeut, parce que c'est un débat assez chaud. Parce qu'être démocrate derrière, dans un bistrot ou sur Internet, c'est très facile. C'est très facile. Aujourd'hui, je suis exposé à un autre danger, pas seulement des islamistes. Parce que s'afficher aujourd'hui, continuer à parler, alors qu'on est terrorisé, comme elle a dit, à juste titre, Lila, et il faut avoir du courage de le faire aujourd'hui. Et je le fais et je l'assume. Et donc moi, les personnes qui m'accusent d'être moi, je m'en fous. Pour moi, la démocratie, c'est pas à 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire aujourd'hui, j'étais malheureuse. Hein. Moi, je vous dis la vérité. J'étais malheureuse quand on a gagné les élections en Algérie en 91. J'étais malheureuse. Ah, mais je voyais, mais je les combats. Politiquement, démocratiquement. Oui, on va me répondre, ils vont t'égorger, ils n'acceptent pas le truc. Eh bien, on va tous parler, on va tous se battre contre ces gens et on va leur barrer le passage
va leur barrer le passage. En tout cas, pas avec des képis qu'on va les combattre. On va les combattre avec des idées. Peut-être dans un an, dans un siècle, mais on va les combattre. Et je termine vraiment sur... oui, je passe la parole à notre ami Ali, qui m'a demandé de faire quelque chose au début. Je lui c'est son idée. Je termine Ali parce que je ne veux plus reprendre la parole. Ah non, tu vas Non, elle a. Ah non, je ne vais pas intervenir avec. Il est chaud. Et là, quand Vas-y. Merci. Vas-y, Ali. La seconde et la deuxième. Oui. Je salue les beaux visages qu'il a السيد الجيز ده نفس واليغ وثنمي ثنمي سمي لي ثنا كينيا يوسف الزيران أكيد جرون hommage aussi Youssef un brillant journaliste et courageux journaliste. Je rends hommage à Isra Haja parce que d'abord c'est une femme. C'est une femme qui lutte, qui résiste depuis plus de 30 ans. Ça c'est important. Féministe, gauchiste, hirakiste, opposante, tout les qualificatifs. Les vice-hamleurs d'ailleurs, elle assume ses positions. Les choses, j'interviens en tant qu'Alir, je n'interviens pas en tant que Thézouana. الناس يفرض الرواج يمعطوا الناس dans le 25 ونزبرن ساعدي كانت يجيني لي كونفيرونس le 25 بلا ما نرى تجميلت يوم نزالون نتفضل نتمزير نتزير بزكا لا يوتيدنو ديرها معطوا الناس في الساعه donc un grand hommage je m'incline devant le courage le génie de Matou Blounes. On s'est toujours posé quelque part à ces idées des années 80, des années 90. Mais tout compte fait, 24 ans après, on s'est dit qu'il avait de l'avance sur nous. Et c'est une réalité. Il avait de l'avance sur moi. Il nous a 24 سنة guinéen. Il fait un petit مسألة قبل تفهم. Non 24 سنة. Je rends hommage à un militant qui est décédé justement le 25 juin. Khaled Khmira, un membre fondateur de l'Époste internationale et le vice-président de l'Époste, il est décédé, c'est à Fort-Vert. Il a choisi le même jour que Matou Blounes. Je m'incline devant sa mémoire, son engagement. C'est un leader de la gauche, des droits de l'homme. نتمزيت دي تونس في يعرفوها. Moi je voudrais juste être مسلاية. Je souhaite, c'est-à-dire dans le livre, est-ce qu'il n'y a pas un projet d'un tome 2 de ce livre? Pourquoi? Parce qu'il y a des sujets qui n'ont pas été abordés. Historiquement, ce serait hypocrite de ne pas le signaler. La rue parisienne est identitaire et démocratique et berbériste. Il n'y a jamais eu d'opposition arabophone ou algérienne. Jamais. Et ça n'a jamais existé. Quand les arabophones sont mobilisés, c'est pour aller voter. Et c'est pour se donner le pouvoir. Et le FFS a existé depuis 50 années. C'est le Hafid était en confrontation avec l'amicale des Algériens à Paris. Le Hirak, Felkira, le nouveau soulèvement populaire est arrivé. Pour dire la réalité, les islamistes, Rachad et autres ont tout fait pour s'accaparer la rue parisienne. Ils n'ont pas réussi. Et malheureusement, une partie de notre communauté a tout fait pour avorter le Hirak. Quand on essaie d'avorter le Hirak, c'est caresser le pouvoir dans le sens du poil. Quand on ne dénonce pas les militaires, quand on ne dénonce pas les exactions du pouvoir algérien, quand on passe son temps à insulter et les musulmans et les arabophones, c'est caresser le pouvoir dans le sens du poil et quasi cette dynamique qui est pilotée par le centre et par la cabine. Est-ce que tu n'as pas pensé à Hassan Haja d'écrire
un chapitre sur ces luttes intestinales. Il faut dire que depuis le début, les premiers qui ont tout fait pour casser le Hirak, c'est les islamistes. Atkhouil, Abla, le Mukhabarat, la police. Et finalement, il s'est avéré que c'est eux qui ont été manipulés. On voit ce Guinéen, on est en train de voir sur les réseaux, qui a vendu son âme au diable, qui a vendu Ben Halima, qui a vendu Ben Abdallah, qui a vendu le deuxième. Merci, Alami. Qui les a vendus? C'est le Hirak parisien? C'est les Kabis? Pas du tout. Elles étaient vendues. Elles étaient données sur un plateau d'or par une tendance bien spécifique. Et aujourd'hui, on voit le linge sale se lave sur YouTube et pas en famille. Donc, parce que c'est très important. J'ai participé à plusieurs réunions pour participer à des dynamiques algériennes. Avec les islamistes, avec les nationalistes, avec les berbéristes, avec les gens qui sont venus de tout bord. Mais il faut dire la réalité. Il faut dire qui a essayé de casser et qui a réussi à casser le Hirak à Paris. Et pour quelle raison? Est-ce que tu n'as pas pensé justement? Merci bien sûr, le Hirak. Écoutez, casser le Hirak en Algérie, l'Algérie, ça reste entre les mains de nos compatriotes à l'intérieur. Moi, je suis responsable que de mes actes en tant que militant algérien. Et comme je suis taxé par le MAC comme algérianiste, sur le Hirak à Paris. Est-ce que il n'y a pas une volonté de casser ce Hirak? Peut-être pour négocier sous la table, comme ils ont essayé de le faire avec Khaïd Salah. C'est des thèmes abordés par nos compatriotes algériens, au sens large du mot, Kabyle, Chaoui, algérien. Est-ce que ça ne mérite pas, non, ces sujets ne méritent pas d'être abordés dans un livre? Tout ce que je... Merci, pour Ali. clôturer, merci Sanhaja, parce que nous sommes victimes de notre culture oraliste. Merci d'avoir pris le temps d'écrire pour l'histoire, cette partie de notre histoire algérienne. Est-ce qu'il n'y a pas un projet pour aborder certains sujets fâcheux? Je vous remercie. Ouais, il faut vraiment qu'on rentre apparemment. Moi, j'ai fini d'écrire en décembre 2019. On était dans la phase montante du Hirak, il faut dire la vérité. Maintenant, je pense qu'il faudrait écrire, mais sans de réfléchir l'échec. Enfin, pour moi, c'est pas l'échec, mais qu'est-ce qui a fait que le Hirak n'avance pas? Ça, il faut se donner les moyens de le réfléchir ensemble. Je pense qu'on est tous là et on peut tous contribuer collectivement. Ça peut être une de nos tâches de la diaspora, parce que me semble-t-il aujourd'hui, c'est une réalité, le Hirak n'a pas échoué, mais on est quand même dans une phase de recul. Dans la phase de recul, elle est importante parce que ça permet la réflexion. Ça permet la réflexion pour qu'on ne perde pas les années. Alors il faudrait qu'on les rentabilise. Les rentabiliser, c'est quand vous avez fait à Riposte le congrès, de réunir des personnes, de ne pas les laisser partir. Et c'est entre autres aussi d'écrire avec des... Moi je pense que c'est un projet qu'on pourrait se donner à écrire avec chacun de nous, 2 ou 3 personnes d'ailleurs. Juste là-dedans, parce que Yasmina voulait parler juste sur le truc, l'enchaînement. Je vous le dis, mais c'est pas pour me jeter des fleurs. Moi j'étais sur une liste électorale de la France Insoumise il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, il y a le mandat il y a le dernier, 3e de liste européenne. Et j'ai fait le choix. J'aurais pu, d'ailleurs, Hussein me reprocher tout à l'heure en venant, il me dit tu avais toute ta place aujourd'hui avec les 100 et quelques députés et que j'avais toute ma place en effet, sauf que moi j'avais fait le choix, l'Algérie. Je l'ai l'Algérie au cœur et je l'assume parce que j'aime cette Algérie, que je ne veux pas qu'il y ait de la violence, qu'on reste dans la Silmia. Et qu'on ne se perd pas. Et je termine vraiment avec une phrase justement, un hommage à Mahtoub.
je préfère, Marto m'avait dit un jour, je préfère mourir pour mes idées que pour mourir de maladie ou de vieillesse dans un lit. Et ben voilà, moi c'est un maître pour moi, Marto, et je préfère mourir pour mes idées que de vieillesse. Merci Sinaja. Kéalam de Matourinès. Merci à vous toutes et à vous tous qui êtes venus au Café littéraire de l'Impondérable que nous organisons chaque dimanche depuis 5 ans à 18h. Place à la dédicace. Merci. Shukran.